avec l'occupation des terres d'Afrique pour les exploiter, mais en créant cette fois-ci le travail forcé qui va durer plus de 2 siècles. C'est ce que vous appelez la colonisation. Et si Jacques Crasso a parlé de ce qu'il a dit là, c'est qu'il y a le néocolonialisme qui a poursuivi, qui a pris le relais. Et nous entrons dans quel cycle actuellement? Nous entrons dans le cycle de la recolonisation. Donc, cela crée ce qu'on appelle les 4 bases de ce que moi j'appelle le panafricanisme des sources. Donc je parlerai du panafricanisme des sources et je parlerai des sources du panafricanisme. Le panafricanisme des sources. Pour avoir conscience d'être un panafricaniste, il faut avoir le sentiment collectivement vécu d'une communauté d'origine pour tout ce peuple-là. C'est ce que Garvey avait. Garvey se moquait pas mal de ceux qui se définissaient comme jamaïcains, ceux qui se définissaient comme américains, ceux qui se définissaient comme brésiliens, tout ça. Il savait que tous ces gens-là étaient des moutons qui allaient à l'abattoir. Pour Garvey, tous ces gens-là étaient des Africains. Et Garvey dit, n'oubliez jamais que quand on vous dit que vous êtes Africain, pour éviter toute confusion, on veut dire vous êtes nègre, négro. Ah, les gens ont dit non, comment il peut dire nègre? On ne peut pas accepter ça. On est nègre pourquoi? Garvey dit même si dans la bouche des autres c'est une insulte, nous devons nous définir par rapport à ce que l'autre dit que nous sommes, avant de nous définir positivement, en disant voilà ce que nous sommes en réalité. Je répondrai donc ceci. Garvey disait on a amené des nègres à traiter. C'est pour ça qu'on parle de traite négrière comme des vaches à traiter. Des nègres à traiter. Ensuite, ces nègres ont découvert qu'ils étaient africains. Et puis aujourd'hui, nous aspirons à en faire des Kamites et des Kémites. Et je dirais ce que ça veut dire, un Kamite et un Kémite. Donc j'affirme ici que si vous n'avez pas le sentiment vécu d'une communauté d'origine, quelle que soit votre ethnie, la nation à laquelle vous appartenez actuellement, soi-disant, Togo, Bénin, etc., dont vous ne savez même pas comment on a fait pour construire ça. Quelle que soit votre confession religieuse actuelle, si vous n'avez pas ce sentiment, vous n'êtes pas panafricaniste. Le deuxième sentiment sur lequel j'ai insisté dans mon introduction, c'est ce que j'appelle la communauté de souffrance. Ils sont venus sur les côtes normandes en défilant, en disant qu'ils ont sauvé la France. Mais dans l'album intime du peuple français familial, eux, ils ne figurent pas. Ils ne figurent pas. Ce sont tout simplement des supplétifs qui sont venus mourir pour un pays qui ne les considère pas comme faisant affectivement partie de sa propre intimité. Qu'est-ce à dire sinon que, pour la France, le sentiment d'appartenance à une collectivité humaine qu'on appelle une nation exclut ceux des Africains que les vicissitudes d'une histoire tragique ont conduit à mourir pour ce pays. Il faut donc en tirer toutes les conséquences. C'est une leçon de garvérisme. Ensuite, il faut une communauté de valeurs. Certains parlent de panafricanisme, mais ils partagent les mêmes valeurs que les francs-maçons. C'est bien, quel est ce panafricanisme-là? Avec la Grande Loge nationale de France. C'est quoi? Quelles sont ces valeurs même qu'on a? Et s'ils peuvent les définir positivement, c'est impossible. Donc il faut une communauté de valeurs. Et quatrièmement, il faut une communauté de destin. Il faut se dire que le destin d'un Togolais, d'un Béninois, d'un Guadeloupéen, etc. Je vais prendre une métaphore.
Supposons que Kamita, Kemet, soit un bateau qui est en train de chavirer en haute mer. Que dedans, il y ait des musulmans, des chrétiens, des juifs bantous, etc. Et que, plus loin, il y a un autre navire qui, lui, est en haute mer, menace de chavirer aussi, mais avec des Arabes, des Palestiniens, des Algériens, des Tunisiens. Et là-bas, plus loin, un autre bateau qui est dans la même situation, même convulsion. Et cette fois-ci, il y a les Khazars et les Juifs qui sont les Hébreux. Voilà. Puisqu'on a dit que les Hébreux, là, il ne faut pas dire que c'est les Hébreux parce qu'en fait, les vrais Hébreux, c'est nous. Nous, on est toujours les vrais des autres. On n'est jamais les vrais de nous-mêmes. Donc c'est de la folie. Alors, ce que j'ai dit, c'est ceci. Vous vous tournez, donc vous commencez, ceux qui sont musulmans, sur le bateau nègre, là, de Kamit, là. Vous commencez à dire, Allah, venez à notre secours. Les autres sur le même bateau disent, non, Yahvé, tu es où? Éternel des armées, présente-toi. Jacques Crasso est témoin. Et les autres aussi disent, mais Jésus de Nazareth, juif de Galilée, Galiléen, où es-tu? Si Yahvé est un bon père, qui a élu son peuple comme il se doit, dans ce roman qu'on appelle l'Ancien Testament, le roman d'Esdras, qu'est-ce qu'il va dire? Il va s'occuper d'abord des Juifs qui se noient. Accessoirement, s'il y a des nègres qui survivent, il viendra voir ce qui s'y passe. C'est logique. C'est logique. Allah va s'occuper des Arabes. Parce que c'est, disons, les Arabes disent, à tort ou à raison, même si les nègres disent qu'ils sont les vrais Arabes en fait. Et que l'humanité est née en Arabie, etc. Ce genre de nègrerie. Hein? Et il va s'occuper de qui? Il va s'occuper des Arabes. Il va dire, laissons les nègres dire ce qu'ils veulent. Clamer leur arabité douteuse. Douteuse, problématiquement. Bon, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, oui. Et puis, l'autre maintenant, finalement, il va sauver les siens. Et qui est orphelin de Dieu? Qui est le peuple orphelin de Dieu? C'est celui qui se tourne vers les 4 points cardinaux à la recherche d'une aide miraculeuse qui ne viendra pas. Voyez, Garvey a eu conscience de ce phénomène. Je voudrais maintenant dire pourquoi je considère Marcus Garvey comme l'Africain, le Kémite, le plus grand et le plus important. Et pourtant, je suis un enfant de Diop Cheikh Anta. Hein. Attention, il faut mesurer les choses. Pour moi, Diop Cheikh Anta, au-dessus de Diop Cheikh Anta, il y a juste les étoiles. Hein. Mais si je dis que Garvey est au-dessus de tous, pourquoi je dis ça? Suis-je devenu fou dans cette salle parce qu'un gars malade m'a dit, va dire que c'est Garvey? Marcus Garvey est un descendant des Black Maroons de la Jamaïque, lié au peuple Ashanti. Donc la civilisation Ashanti a fleuri en Afrique de l'Ouest pendant des siècles, et elle a été fondée par l'Asante Hene, c'est son titre, Osei Tutu. Et les Ashanti ont opposé une résistance farouche aux esclavagistes portugais, aux esclavagistes anglais, et aux esclavagistes français. Certains ont été déportés à la Jamaïque, mais ils n'ont jamais vécu avec les Blancs. Ils ont toujours vécu entre eux. Ils n'étaient pas des marrons, parce que ça vient du mot cimarrones, qui veut dire en fait ceux qui fuient vers la montagne, ou tout ça. Non. Ou vers les endroits où les nègres se soustraient au travail. Non. Des plantations, non. Ils étaient des Mounka.
des Munkam. Comme Boukman Douti était un Munkam. C'est pas dans un bois où il y a des caïmans qu'il a fait la cérémonie de régénération spirituelle de son peuple. C'est dans bois Caïmoun. Puis en anglais, après, c'est devenu Caïman. C'est un Jamaïcain. Boukman Douti. Qu'est-ce qui fait que le peuple de la Jamaïque a pu nous donner le mouvement Rastafari, a pu nous donner la plupart des grands héros anti-esclavagistes africains du Nouveau Monde? C'est à cause des valeurs qui ont bercé l'éducation de Marcus Garvey. Des valeurs, j'en parlerai tout à l'heure, ces valeurs-là. C'est important qu'on sache que ce n'est pas seulement un homme qui a fait de l'économie, qui a été un visionnaire. Il faut savoir quelles sont les valeurs qui ont fermenté pour faire de cet homme le plus grand du peuple noir, depuis que le peuple noir a perdu l'initiative historique. Et je n'ai pas dit depuis la traite négrière, j'ai dit depuis qu'on a été envahi à Kemet. La chose la plus importante qu'on devrait faire, c'est étudier les causes endogènes de la régression de la civilisation de Taméry et de la civilisation de Taciti. Les causes endogènes. Donc, Marcus Garvey, après avoir hérité de ces valeurs, la première valeur ashantie, c'est que ce qu'on appelle l'homme est une vibration énergétique incarnée dans le cosmos. Qu'avant d'être ce qu'il est, avant de s'appeler, par exemple, Akhenaton, il descend, il est l'incarnation d'un éther qui lui-même avait parcouru les 4 étapes, ce que j'appelle le parcours quadripolaire de Ré. La première étape, c'est ce qu'on appelle, les profanes appellent la naissance. Mais que dans les textes sacrés de nos ancêtres, de la période pharaonique, à l'exclusion de la Bible, bien sûr, qui n'en souffre le mot, et pour cause, c'est ce qu'on appelle voir la lumière, Messouré. Messouré, c'est-à-dire l'enfanté qui voit la lumière. C'est la naissance. Donc il y a tout un tas de rites ashantis qui sont liés à la naissance. Depuis les initiations de puberté jusqu'à toutes les autres initiations corollaires. Ensuite, il y a le passage vers le cas divin. C'est ce que les profanes, le Coderme, appellent la mort. Avec leurs disciples épigones nègres, n'est-ce pas? Donc, là, l'être se transforme. Le corps putrescible et corruptible, 4, se dissout. Mais les entités, les autres entités, le Kraibit, le Ren, le Ba, le Ka, etc., se cristallisent autour du Ak, le Haku. Ensuite, il y a une troisième étape. C'est ce qu'on appelle le renouvellement des cycles cosmiques. Donc on dit, le renouvellement des naissances. Donc, le renouvellement des cycles de la naissance. C'est ça que les Blancs appellent la renaissance. Et la dernière étape dont je parlais tout à l'heure, c'est l'incarnation. Que d'autres vont maintenant appeler réincarnation en disant c'est une théorie qu'on a connue en Inde. Il ne faut pas confondre. L'incarnation, c'est votre ancêtre éponyme, son cas divin, rentre dans votre enveloppe charnelle, avec un nom que vous avez, qu'on appelle Rencheta, le nom secret. Et ce nom-là, vous devez l'accomplir. Donc, l'ancêtre de Garvey,
C'est un guerrier argentin. Ne venez pas me dire que Garvey, son ancêtre, était dans la Bible. Je ne veux pas faire de polémique. Mais les Black Maroons ne disent pas ça. Jamais. Ceux qui disent ça sont ceux qui n'ont pas connu la déportation avec les Black Maroons. En d'autres termes, pour comprendre le phénomène jamaïcain, il ne faut pas partir en Israël. Il ne faut pas aller derrière Salomon. Il faut aller du côté des Ashantis. Donc il y a des Rastas qu'on appelle les Ashantis, Bobo Ashanti là. Eux ils connaissent ça, ils sont très sérieux. Nous avons un dialogue avec nos frères Rastas. Beaucoup travaillent avec nous, étroitement. Il n'y a pas la moindre séparation entre eux et les objectifs qui sont les nôtres aujourd'hui. Ce que je veux dire de façon très claire ici, c'est que cette première valeur, c'est celle qui vous amène à comprendre que votre destin, c'est depuis les profondeurs abyssales du Noun jusqu'à la métamorphose stellaire dans le paradis d'Osiris. Les Ashantis ont leurs mots, ils ont leur divinité, mais c'est ce qu'ils ont dit fondamentalement. C'est ça que Marcus Garvey a intégré. La deuxième chose que Marcus Garvey a intégrée, c'est que l'être humain ne peut pas être en harmonie avec lui-même. En harmonie avec les autres lui-même que sont ses semblables, le codème, mélanodème ou pas. Et en harmonie avec les forces cosmiques, divines, qui sont dans l'univers. Il ne peut pas le faire s'il n'est pas ancré profondément dans la spiritualité ancestrale. Nous sommes le seul peuple au monde à dire que l'Afrique, le développement c'est un concept piège. Développer ça dit courir après les autres, à partir de leur propre valeur, leur propre paradigme, et avoir l'illusion que les autres vont vous laisser les dépasser. Ça c'est même des enfantillages que les nègres font. Ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est triptyque. Conscience, conscience, 2 puissance, 3 renaissance. Si la Chine n'avait pas acquis une puissance, si la Chine s'était contentée de dire qu'elle va rattraper l'Angleterre, la Chine serait aujourd'hui pire que la Côte d'Ivoire. Les nègres doivent raisonner en termes de puissance, et ce d'autant plus qu'ils ont exercé pendant des millénaires la puissance sur la terre. Il y a une science que les nègres maîtrisaient au-dessus de tout. Ce ne sont pas les mathématiques, la physique, l'astronomie. Cette science, c'est la science de l'organisation. Science of organization. Bon, mon anglais un peu de Lagos. Vous me pardonnez. Bon. Donc, aujourd'hui, je veux que vous compreniez que Marcus Garvey, il avait aussi une troisième chose, une valeur très importante. Pour Marcus Garvey, ce qui compte à la fin, c'est l'harmonie de toute la famille humaine. C'est pas la haine de la race. On a dit que Marcus Garvey était raciste. Raciste anti-blanc. Hein? Donc ce racisme anti-blanc serait, dit-on, indécent. Ok. Donc je suppose que c'est le racisme des blancs contre le noir qui est décent. Donc quand il y a une réaction, ça devient indécent. Eh bien moi je dis ceci. Marcus Garvey a défendu toute sa vie la réconciliation de l'espèce humaine. Je vais le montrer aujourd'hui. Monsieur Tété en sait quelque chose. Ensuite, c'est ce que les Égyptiens appellent le troupeau de raies. Le but final, c'est que toute l'humanité suive le chemin radieux qui mène vers la Mahad. Mais ce ne sera plus la même humanité. Ce ne sera plus l'humanité de George Bush et autres prédateurs. Ensuite, bon, prédateur aussi Obama, bien sûr. Bon. Ensuite, dernière valeur très importante, cette humanité qu'on va former, que l'Afrique a mission de former, les autres assument la barbarie planétaire. Nous, on assumera la civilisation planétaire basée sur la Mahad. Le triomphe définitif de Mahad
she is fed. C'est ça notre mission, ce n'est pas raciste. On n'est pas raciste. Ceux qui disent que nous sommes racistes, ce sont ceux qui ont inventé de fausses idéologies, comme Madame Marie Lefkowitz, qui a inventé le terme afrocentrisme, dans lequel elle a mis le contenu suivant. Elle a dit que c'est un mouvement de promotion de la suprématie noire et de la hiérarchie qui met le noir au-dessus des autres êtres, en particulier le blanc. Ce que dit le professeur Molefi Asante, en tant que théoricien de l'afrocentricité, pas afrocentrisme. C'est Madame Lefkowitz qui a inventé ce terme en 1997 dans un livre qu'elle appelle Not Out of Africa. N'est-ce pas? How Afrocentrisme teach, etc. Là. Bon, elle raconte beaucoup de choses. C'est une locoderme d'essence juive qui est haineuse vis-à-vis des nègres parce qu'elle a conscience confusément que le travail que font ces Africains américains, c'est un travail qui va déverrouiller à la base, si vous voulez, le château de cartes. Et le château de cartes va tomber de lui-même. C'est pour cela que dans une énergie du désespoir, elle invente une idéologie, oubliant que nous pouvons rétablir les faits en quelques secondes. Donc, partant de toutes ces valeurs, Marcus Garvey a déployé la science de l'organisation et il a abouti à la conclusion suivante qui est d'une importance capitale. C'est parce que nous avons tourné le dos à ça que nous souffrons. La première chose, Marcus Garvey a dit, avant même de chercher l'argent pour l'UNIA, avant même de contacter des gens, quelle est la vision du monde de l'homme africain que je veux promouvoir? Les Allemands appellent ça Weltanschauung. Quelle est la vision du monde? Les Anglais appellent ça Conception of the World. Quelle est la conception de l'univers du monde que je veux promouvoir? Pensez-vous qu'il l'aurait fait s'il n'avait aucun lien essentiel avec la culture africaine? C'est impensable. La deuxième chose que Marcus Garvey a souligné, ayant cette vision du monde, ayant une claire conscience de cette vision du monde africaine, quel est le projet civilisationnel africain que je veux mettre en œuvre à partir de cette vision du monde? C'est la deuxième innovation de Marcus Garvey. J'ai été ébloui pendant quelques secondes. Bon, donc, la troisième chose fondamentale que Marcus Garvey a posée après ce projet civilisationnel, fondamentalement, regardez bien comment il scrute, regardez le regard, regardez la sérénité de l'être. Dans la tempête, dans la convulsion esclavagiste, raciste, regardez la sérénité de l'homme africain. Donc, il a dit, quel est le projet de société qu'il faut pour mon peuple? Et là, il a dit, si je fais tout ça, j'ai fait des kilomètres en bateau pour survivre, parce qu'il y a eu 3 miracles pour les afro-descendants. Le premier miracle, c'est d'avoir survécu physiquement à la traversée infernale. C'est incroyable. Vous n'avez pas idée des conditions dans lesquelles nos parents voyageaient. La deuxième chose, c'est d'avoir survécu au mauvais traitement sur les plantations sur place. L'espérance de vie était de 12 ans. La troisième chose, c'est d'avoir ignoré la haine de l'Afrique qu'on a inculquée à l'homme africain. Et d'avoir surmonté cette haine au point même d'infuser l'amour de l'Afrique dans le cœur de chaque afro-descendant. C'est exceptionnel. Ça, c'est même impensable. Regardez les traumatismes dont souffrent nos frères. J'ai touché tout cela du doigt lorsque j'ai visité avec Jean Omotumbe et les autres la Guadeloupe où nous avons fait plusieurs conférences, notamment au Gosier et autres. Ah, voilà, on dit maintenant suivi. Bon, d'accord. Bon, donc, le problème qui est important, c'est que lorsque vous avez la plus grande
une chose dont les afro-descendants ont pu s'affranchir, c'est la haine de l'Afrique, qui est en fait la haine d'eux-mêmes. C'est dur pour un être humain de se haïr lui-même. C'est ça qu'on a fait. Une plantation, c'était un laboratoire de l'expérimentation de la haine du nègre contre le nègre. Une plantation. Hein, n'est-ce pas? Les nègres de maison, les nègres de cela, tout ça. C'est à partir de l'observation de ce phénomène que Lynch a développé sa stratégie d'oppression du nègre. Lynch. Celui qui a donné son nom au lynchage. Ensuite, dernière chose, après le projet de société, Marcus Garvey a mis en place un programme d'action. Un programme d'action. Celui qui a fait ça, il n'a pas de doctorat, comme on dit, Pierre dit. Puisqu'on nous a dit que l'Afrique n'a pas assez de docteurs. Le jour où l'Afrique aura beaucoup de docteurs qui sortiront du Massachusetts University, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais qu'est-ce qu'on a donné aux Africains? On a donné ce que moi j'appelle des certificats d'aliénation académique. C'est ce qu'on a donné aux Africains. C'est ça qu'ils appellent doctorat. Ça ne sera d'aucune utilité le jour où il y aura la Renaissance, s'ils ne sont pas capables d'adapter leur connaissance au contexte et de sortir l'Afrique de ce impasse. Donc, Marcus Garvey, lorsque je considère son bilan, en 1921, le 11 janvier 1921, Marcus Garvey a fait le compte des adhérents de l'UNIA. Il a dit, nous sommes 6 millions. Donc c'est le seul nègre, à ma connaissance, qui dans les temps modernes et contemporains, a réussi à mettre 6 millions d'hommes dans une seule organisation. Voilà, s'il y en a d'autres qui l'ont fait, qu'on me dise, je ferai un membre honorable. Ça n'existe pas. Jusqu'à l'heure où je ne vous parle. Deuxième chose, Marcus Garvey est le seul nègre à avoir poussé 2 500 000 de Noirs à investir des actions dans une seule et même société. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas. Personne n'a fait ça, personne. Les grands entrepreneurs africains avec lesquels nous sommes en contact régulier, comme le milliardaire Aliko Dangote du Nigeria, sont étonnés par ce que Garvey a fait. Surtout dans un contexte hostile. C'est incroyable. Il n'y avait pas un État qui était derrière lui. Il était dans un pays où l'État, la police, tout était contre lui. Et contre les Noirs. C'est incroyable. Troisièmement, Marcus Garvey est le seul nègre dans les temps modernes et contemporains à avoir pris des musulmans, des chrétiens, des athées et tout, pour leur dire, venez écouter les prêches de mon église. African Orthodox Church, l'église orthodoxe africaine. L'église orthodoxe africaine, au cours d'un des prêches où on parlait de l'Éthiopie et de l'Égypte. C'est le lieu de préciser ceci. Marcus Garvey a bien sûr soutenu l'empereur. Il a annoncé l'empereur d'Éthiopie, bien sûr. Il a annoncé beaucoup de choses en Éthiopie. Mais Marcus Garvey a parlé aussi, et surtout, de la Nubie. La Nubie, il y a une confusion sémantique. Il y a la Nubie, le Soudan napatéen et méroïtique, la période de Kerma, la période de Napata, la période de Méroé. Ce Soudan-là, Marcus Garvey en parlait, et comme on parlait d'Éthiopie à l'époque, c'est le terme qui est même entré en Kikongo pour donner Katiopa. On parlait de l'Éthiopie. D'accord? Je dirais aussi la vision de l'Éthiopie par Marcus Garvey. Donc, ce qui est important à ce stade, c'est de bien voir que Marcus Garvey, armé d'une vision du monde, armé d'un projet civilisationnel, armé d'un projet de société et armé d'un programme d'action efficient, avec deux autres difficultés que j'appellerai la quadrature du cercle. La première difficulté, c'est de trouver des nègres moins athées, moins aliénés, pour l'accompagner dans le travail. Ouh, c'était difficile. Ouh, il a
a surtout trouvé sa deuxième femme, que nous devons mettre à ses côtés, pas derrière lui. Ami Jacques Garvey. C'est Ami Jacques Garvey qui est, disons, l'architecte de l'UNIA, Universal Negro Improvement Association. Il est juste de le dire. Et je rajouterai, ce sont les femmes noires qui ont fait la résistance anti-esclavagiste et qui ont fait que notre peuple a survécu dans la tempête. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Dans les livres d'histoire, on n'a pas leur nom, on n'a pas leur fait d'armes, mais sans elles, le peuple noir aurait disparu. C'est d'ailleurs pour ça que Lynch disait, la première chose qu'il faut faire pour démolir ce peuple, c'est d'encanailler quelque peu l'élément féminin. C'est la réduire à l'état d'objet de plaisir pour l'esclavagiste blanc, barbare. C'est ça qu'on appelle barbare, ce qu'ils ont fait. Donc, c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez maintenant comprendre comment l'UNIA naît. Nous sommes en 1914, ça fait 100 ans, c'est vrai. Lorsque l'UNIA naît, la première réunion, ils étaient 8. Il y a des nègres qui disent ici que travailler à 20, c'est pas bon parce que c'est groupusculaire. Mais on commence toujours par des groupuscules dans l'adversité. Vous voulez travailler comment? Déjà, même on travaille seul au départ. Et pour arriver à mettre des nègres en phase avec ton projet, tu passes déjà 20 ans. On te voit, tu as déjà les cheveux blancs, c'est mon cas. Hein? Tu passes déjà 20 ans, rien que pour mettre des nègres avec toi. Marcus Garvey a mis l'homme qui connaissait le plus la spiritualité du nouveau monde sur Terre. C'est-à-dire que c'était un homme que personne ne pouvait attaquer frontalement sur la connaissance théologique et spirituelle propre. Il s'appelait Alexander Maguire. Et c'est lui qui était le principal responsable de Ethiopian African Church, Orthodox Church. Marcus Garvey s'est brouillé avec lui à la fin. Pour des raisons que je vais vous préciser. Les mêmes pour lesquelles il s'est brouillé avec Douze Mohamed Ali. Douze Mohamed Ali étant un métis soudano-égyptien qui était dans l'UNIA avec lui et qui a amené maintenant toute une partie des nègres au moment où on l'a mis en prison à Atlanta. Ils ont amené toute une partie des nègres vers les musulmans. Et il y a aussi d'autres qui ont amené toute une partie des nègres vers les juifs. Pour dire qu'ils sont les blacks hébreux. Que tu vois là. Hein? Ils ont éclaté le mouvement de Garvey. C'est ça qui a créé cette chapelle et cette dissidence que nous connaissons. Mais l'homme qui a servi de bras armé pour toute l'opération, qui a été conçu par des soi-disant libéraux socialistes juifs, dont je vais taire le nom ici par décence. Par contre, je parlerai de notre frère, qui est d'origine haïtienne dans son ascendance. C'est William Edward Burghardt Du Bois. Oui, effectivement. Nous, on le vénère en Afrique. D'ailleurs, quand les États-Unis ne voulaient plus de lui, il a été enterré chez nous. Il est enterré actuellement à Accra, là. En tout cas, au Ghana. Mais cet homme, Du Bois, je ne le cite pas. Je ne le cite jamais. Pour des raisons qui me sont propres. On me l'a reproché. Oh là là. Des fois, c'est des débats terribles avec le frère de combat Lasconi et autres. Bien sûr. Comme je dis souvent à Lasconi, ce qui est important, ce n'est pas qu'on soit d'accord sur tout. Ce qui est important, c'est qu'on se mette d'accord sur nos points de désaccord. Je ne cherche pas à mettre d'accord les nègres. Nous cherchons à avancer avec un noyau dur de
Kem Mesha Ourou. Et depuis 1985, depuis le 29 août 1985, moi j'ai jamais changé. Mais j'ai vu des gens changer tous les matins. Il est Kémite, demain il est Chabazeri, ainsi de suite. On ne peut pas faire ça. Soit tu es avec ton peuple, soit tu fais corps avec autre chose. On peut faire ça. D'autant plus que nous avons mené le combat ici ensemble. Et que nous continuons à le mener. Parce qu'il faut bien savoir une chose. Il faut bien savoir une chose. Est ton allié objectif celui qui sert les mêmes intérêts que toi? Objectivement. Donc, les gens veulent qu'on se fasse la guerre. Que les frères fassent des chapelles et des écuries et se détruisent entre eux. Et maintenant, on va relever les blessés, les survivants, et on les achève. C'est ce qu'ils veulent. Mais nous, on ne fera pas ça. Parce que ça, là, c'est ce qu'on appelle la stratégie de la distraction et de la diversion. Voilà ce que le CODEM fait actuellement. La stratégie de la distraction et de la diversion. Voyez? Alors ça prend la forme suivante. Ce frère-là, je l'aime pas. Oui, je l'aime pas, je peux pas. Oh là là, je peux pas le supporter. Mais il t'a fait quoi? On sait pas trop. Mais je l'aime pas. Il a une façon d'être qui me... ça me révulse. Ok. Bon. Mais est-ce qu'il est question d'amour? Il est question de travailler pour sauver un continent à la dérive. Vous pensez que tous les Européens qui travaillent ensemble s'aiment? Non. Mais si s'aimaient, ça se saurait. Ils se font la guerre tout le temps, même les égyptologues entre eux. Vous croyez que Pascal Vernus aime Grimal? Que Nicolas Grimal aime le clan? Que le clan aimait Yoyote? Ainsi de suite. Jamais. Mais la France a dit, le devenir de la France en tant que puissance exige que vous travaillez tous ensemble. Et ceux qui ne travailleront pas ensemble, on va les démettre. Parce qu'ils sabotent le continent, objectivement. Donc c'est ça, c'est cela qu'il s'agit. Marcus Garvey a été confronté au même problème. On a voulu l'opposer à Booker T. Washington. Parce que Booker T. Washington mettait, quant à lui, l'éducation du noir avant toute autre préoccupation, économique, politique ou autre, même spirituelle. Booker T. Washington estimait que une des grandes tares de l'esclavage, ça a été de produire des nègres ignorants. Et que c'est volontaire. L'ignorance, c'est la voie royale qui mène à la servitude. La connaissance, c'est la voie royale qui mène à la libération. Donc, à partir du moment où on cultive l'ignorance dans un groupe humain, il n'y a que deux objectifs qu'on poursuit, pas d'autres. Le premier objectif, c'est de l'emmener comme un mouton à défendre les intérêts d'un groupe de gens, d'un groupe mafieux. Le deuxième, c'est de détruire ce peuple et l'empêcher de prendre en main son propre destin. Voilà les deux objectifs. Il n'y a pas d'autres. Donc Marcus Garvey en était conscient. Quand on lui a dit de s'opposer à Booker T. Washington, il a refusé. Il a dit que Booker T. Washington a posé le vrai problème, celui de l'absence d'éducation et de l'ignorance. Mais la solution de Booker T. Washington n'est pas suffisante. Il faut qu'on la complète. Donc pour la compléter, il faut d'abord rendre hommage à celui qui a posé les vraies questions. N'est-ce pas? C'est ce que Garvey a fait. Et lorsque on a voulu exciter les rivalités entre Booker T. Washington et lui, il a refusé de tomber dans ce piège grossier. Ce que beaucoup de Noirs n'ont pas la force de faire. Donc, résumons-nous, 6 millions de personnes, nous sommes en 1921, 2 500 000 de personnes qui investissent dans une société, une seule et même. Cette société a plusieurs objectifs. Un premier objectif, c'est le programme social. Donc c'est quoi cette société? Je vais oser un terme moderne que Yves Amaïzo a suggéré en tant que chercheur. C'est que Marcus Garvey a créé le premier lobby mondial panafricain en fait. C'est quoi un lobby? C'est pas un groupe de gens qui conspirent contre les autres groupes dans une société. Un lobby, c'est un réseau
d'entraide, de solidarité et de partage entre des gens qui partagent les mêmes valeurs et la même vision du monde. C'est ça un lobby. Marcus Garvey est un génie parce qu'il a voulu créer un lobby panafricain. Et quand il a voulu créer ce lobby panafricain, il a pris conscience d'une chose. Quand vous menez une bataille, ce qui est important, c'est d'avoir votre base arrière. N'allez pas mettre toutes vos munitions, toute votre gamelle, vos gamelles là pour manger là. Il n'y a pas d'armée sans ça. Nous-mêmes, on a fait l'armée, on connaît. N'allez pas mettre tout ça sur le front extérieur de l'ennemi. Sinon, vous êtes fini. Il n'y a pas de ravitaillement des troupes. Vous ne pouvez pas armer les gens. Vous ne pouvez rien faire. Et c'est où la base arrière pour garder? C'est l'Afrique. L'Afrique, c'est la base arrière sans laquelle le combat est perdu d'avance. Si vous me comprenez. Il ne s'agissait pas de dire aux Antillais, vous êtes Africains, revenez en Afrique. On a dit, Garvey a dit que tous les Noirs doivent revenir en Afrique. Il n'a pas dit ça. Garvey a dit, ceux qui sont prêts vont rentrer. D'accord, c'est le premier bataillon. Les autres qui ne sont pas encore prêts, ils vont faire un retour spirituel vers l'Afrique. C'est pas clair? Moi, je ne comprends pas les nègres. On discute, mais c'était aux Antilles là-bas. Oui, Garvey, c'est un... comment ils l'ont défini? Ils ont dit que Garvey, c'était un pan-négriste noiriste. J'ai dit, tu as déjà dit négriste, n'ajoute pas noiriste. Pas quand même trop... Hein? On a compris, on a compris. On a compris. Un pan-négriste noiriste. Non. Non, c'est n'importe quoi. Et donc, que Dubois, lui, c'est qui? Dubois, c'est un panafricaniste, socialiste, internationaliste. Ah, si tu dis le mot internationaliste, les Blancs disent, bon, c'est vrai, ils sont tous mauvais, mais celui-là, il est quand même bon. Parce qu'il a... Non, non, c'est vrai, non, sérieux, je parle sérieusement. Donc, Dubois a dit, la chose fondamentale, la contradiction principale entre l'Occident et nous, c'est la contradiction entre le capitalisme et le socialisme, c'est tout. C'était à l'époque la pensée unique. Quand on voulait s'opposer, il fallait être dans cette logique. D'accord? D'autres vont s'en démettre après avoir fréquenté assidûment les cercles, justement, internationalistes. Ce fut le cas de Padmore, d'où son livre « Panafricanisme » ou communisme. Padmore, qui était en Allemagne et servait l'international. Mais il a vu que les problèmes des nègres n'étaient pas prioritaires pour l'international. Il a vu concrètement, puisqu'il était dans le feu de l'action. Donc, Marcus Garvey, à ce moment-là, il comprend une chose qui est extraordinaire. Je vous dis, même les plus grands visionnaires du monde noir n'ont jamais compris ça. Il y a 5 hommes auxquels je voue une admiration éternelle. Je veux, mon rêve le plus ardent, c'est que toute l'Afrique fasse corps avec ces hommes et leur vision. Le premier, c'était l'haïtien Anténor Firmin. Anténor Firmin a été de tous les nègres. Je vous ai décrit le processus du panafricanisme des sources. Le processus du panafricanisme des sources commence au Brésil, en fait. Avec le Quilombo de Palmares. Avec le héros Zumbi dos Palmares. Avec la résistance. Parce que là, on ne pouvait plus parler de révolte. Qui dit résistance présuppose un système d'organisation économique, sociale, politique et une stratégie quasi militaire de conquête. Ce fut le cas pour la première fois. Hein? Nous sommes ici, attention, c'est très important, au XVIIe siècle. Et ils ont tenu tête pendant un demi-siècle aux puissances coalisées que sont le Portugal, l'Espagne, etc. Donc ce sont eux qui ont d'abord fermenté comme ça. Et puis après, Haïti, qui paye jusqu'à aujourd'hui. Qui paye son audace jusqu'à aujourd'hui. Et l'Afrique, son or, parce que Haïti a fait quelque chose d'incroyable. Le premier ministre Lamotte est venu à Addis Abeba
il a dit Haïti est membre de l'Union africaine. On a dit non. De quel droit l'Union européenne a dit Haïti doit s'occuper des conséquences d'abord de ces séismes-là. Elle ne doit pas aller faire une partiser de façon illusoire avec des Africains qui de toute façon n'ont pas la même mentalité que les Haïtiens. Et qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qu'ils en savent? Hein? La cérémonie du bois caïman. Pendant que les gens se battaient pour aller libérer leurs frères sur les plantations. Hein? Donc, pour nous, le 23 août, c'est une date capitale. C'est pas le 10 mai. Ça me fait toujours mal quand je vois des nègres courir vers le jardin du Luxembourg pour faire des nègreries le 10 mai. Hein? Ça me fait mal. Puisque sur le plan international, on a bien dit que le 23 août, c'est la date des résistances anti-esclavagistes. C'est pas l'abolition. L'abolition, c'est une illusion. C'est le fait que des Européens décrètent que ce sont des Blancs, l'abbé Grégoire, etc., qui sont venus libérer les Noirs. C'est ça qu'il y a derrière la notion d'abolition. La logique abolitionniste est une logique de frustration. Seules les résistances peuvent fonder le combat pour la mémoire de l'homme africain. Et elle commence objectivement sur le sol de l'Afrique. Ceux que j'ai appelés les guerriers de Quilombo de Palmarès, c'était d'abord des Congolais qui ont lutté contre les Portugais. Ils étaient dans une confrérie qu'on appelle la confrérie des dompteurs de léopards. Ils étaient dans toute la RDC actuelle, le Kenya, l'Afrique du Sud, etc. C'était cette confrérie qui a lutté héroïquement contre eux. C'est pour ça que vous avez une grande résonance. Lorsqu'on parle des Congo, c'est très fort dans les Caraïbes. Et les Occidentaux ont éprouvé le besoin de diaboliser ce terme. Quand on dit nègre Congo, nègre bossal, ou alors, ce qu'on appelle aussi, ce qu'on appelle aussi les nègres, pardon, je fais un peu, oui. Bon, donc, comme il reste 20 minutes, nous allons donc amorcer la conclusion. Bon, alors, donc, ce qui est important, ce qu'il convient de retenir ici, c'est que ce sont les mêmes valeurs qui ont fondé les résistances anti-esclavagistes sur le continent africain. La résistance du peuple Congo, la résistance des Ashanti, hein, la résistance des Mandingues. Toutes ces résistances-là dont on ne parle jamais dans les livres d'histoire pour les Antillais. Jamais. Ceux dont on parle, ce sont des Africains qui vendent leurs frères, hein, sur des marchés illusoires. D'accord? Alors nous, on n'a pas vu de commerce, nous, on a vu des razzias négrières. Voilà. N'en déplaise aux nègres qui veulent toujours faire du masochisme. N'est-ce pas? Bien. Donc, ce qui est important ici, et qu'il convient de retenir, c'est que Anténor Firmin, le premier, il a apporté quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Non seulement il a combattu les bases du racisme, la raciologie de Gobineau, en montrant que la civilisation égyptienne, la civilisation nubienne sont le fruit du génie de l'homme noir. Mais il a créé une constitution, il a écrit une constitution de la Caraïbe. Hein? Et il a écrit aussi un mémoire sur les États-Unis d'Afrique. Donc Anténor Firmin. Donc ça c'est... L'Afrique lui sera éternellement reconnaissante. Deuxièmement, il y a un autre haïtien. Voyez pourquoi nous sommes haïtiens. C'est Benito Sylvain. Le lieutenant de vaisseau Benito Sylvain, après avoir étudié l'art de la guerre, a décidé d'aller en Éthiopie pour se mettre au service du Négus, de l'empereur d'Éthiopie. Et c'est lui qui a conçu la bataille, le plan stratégique de la bataille. Il est venu, quand il a discuté avec le Négus, il a discuté 3 fois. Au bout de la 3e discussion, il a montré le plan. Le Négus a dit, mais tu viens d'où? Il dit, moi je viens d'Haïti. D'accord? Et moi je dis que l'Éthiopie, c'est notre seule citadelle imprenable sur le continent. Si l'Éthiopie saute, c'est fini. Donc je suis venu ici. Et personne ne peut vous battre si vous adoptez ma stratégie. Je parle du lieutenant de vaisseau Benito Sylvain. N'est-ce pas? Donc c'est le deuxième homme qui a fait le panafricanisme. Véritablement. Parce qu'il y a beaucoup de leaders panafricanistes qu'on a inventés.
Voilà. Moi, je parle du projet panafricain originel. Je ne parle pas des gens qui ont pris le bateau en effraction, qui étaient des passagers clandestins, n'est-ce pas? Bon, alors donc, Benito Sylvain, il a élaboré aussi tout un manuel en amharique. Parce qu'il a appris aussi la langue en Éthiopie. Donc il était devenu éthiopien. Et il a demandé au Négus, quand est-ce que nous aurons un passeport éthiopien? Nous tous là, les Haïtiens, tout ça. L'idée d'un passeport panafricain, ça vient de Benito Sylvain, le lieutenant de vaisseau Benito Sylvain. Le troisième homme, il était trinidadéen. C'est Henry Sylvester Williams. C'était un guerrier kémite du droit. Lui, il a étudié le droit, le contentieux. Il a créé son cabinet avec son propre argent. Et il s'est mis au service des chefs africains qui étaient spoliés. Leurs terres étaient spoliées. Les populations africaines qui étaient victimes des actions de la part des puissances occidentales. Et il a mis la Grande-Bretagne, la France, tout ça, en accusation, publiquement, dans le concert des nations. C'est donc Sylvester Williams. Et il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a créé l'association panafricaine, Pan-African Association. C'est de l'association panafricaine que sont partis les congrès. C'est à ce moment-là que Dubois et autres ont rallié sa cause. Et ils ont été efficaces, c'est vrai. Mais sur la question de Marcus Garvey, là, Dubois a joué la mauvaise carte. Vous voyez? Bien. Ensuite, nous avons aussi un homme qui était africain-américain, qui s'appelait Martin Delany. Et Martin Delany, non seulement il avait un traité en hiéroglyphes, lui, il faisait même des hiéroglyphes. Martin Delany faisait même des hiéroglyphes. Anténor Firmin faisait les hiéroglyphes. Hein? Benito Sylvain faisait les hiéroglyphes. Tous ceux que vous citez là sont des gens qui disent que s'il n'y a pas une réappropriation du patrimoine égypto-nubien de l'Afrique, il n'y aura pas de panafricanisme. Je ne parle pas des gens qui disent que ils veulent unifier des tribus africaines qui n'ont rien apporté à l'humanité. Hein? Je vous parle de la Dream Team. Quand je dis Benito Sylvain, sachez que ça c'est puissant. Je peux me lever là, parler de Benito Sylvain jusqu'à demain matin. Ceux qui dorment, ils dorment. C'est comme ça. Donc, Sylvester Williams, c'est pareil. Il a mis le droit au service. Et après avoir mis le droit, il a vu le droit ne suffit pas. Parce que les Blancs rusent avec leurs propres principes. Donc il faut créer une organisation. Il a créé donc Association panafricaine. Il a dit, nous ne demandons plus aux Blancs de respecter leurs principes. Parce que nous savons qu'ils n'en ont pas. Vous voyez, c'est sérieux. Hein? Nous demandons aux nègres de montrer qu'en étant unis autour de leur propre valeur, personne ne peut les vaincre. Et nous ne pouvons le faire que sur notre base arrière, qu'est l'Afrique. Vous voyez? Donc c'est ça qu'il a fait. Les pays africains n'étaient pas en mesure de le recevoir. Donc ils étaient obligés de faire le congrès à Londres. Nous avons la liste de tous les Noirs qui ont participé à ce congrès, y compris les Noirs envoyés par la France pour torpiller le congrès. On a beaucoup parlé aussi de Blaise Diagne. Ah, c'était vraiment un nègre oncle Tom francophone. Vraiment Blaise Diagne que tu vois là. On l'honore au Sénégal. Je suis parti au Sénégal, j'ai dit, mais comment vous pouvez honorer des oncles Tom, hein? Des tirailleurs qui tirent ailleurs. On peut pas. On a dit, oh, faut pas dire ça, c'est quand même Blaise Diagne. J'ai dit, il n'est rien du tout. Et les négamas sont d'accord avec moi. Bien sûr. Donc, ce que je vous dis, c'est très important. L'autre, le frère Delany, il a fait 3 choses qu'aucun noir n'a fait. Il a créé un groupe pour libérer tous les noirs que les sécessionnistes du Sud maintenaient en otage et en esclavage. Voilà. Il était officier de l'armée pendant la guerre de sécession. Il a créé le premier corps expéditionnaire de volontaires noirs pour aller libérer le continent africain. Je parle de Martin Delany. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait, Martin Delany? Il a créé un fonds d'investissement pour sortir les Noirs de la pauvreté. Voilà les gens qui étaient avec Garvey. Voilà les gens qui étaient avant Garvey. Et puis Garvey arrive.
Voici ce que Garvey a fait, que personne n'a fait. Garvey a réussi à créer 20 sections en Afrique de l'UNIA. 20. C'est énorme. En 1923, il y avait 20 sections. Dont la section du Dahomey, le pays dont je suis originaire, qui était dirigé par Marc Tovalu Kenom. Marc Kodjo Tovalu Kenom. Et il était en photo avec Garvey. Il y a une photo, ils sont 3. Et Tovalu Kenom était... donc, dès que Tovalu Kenom est rentré au pays, il a formé d'autres Africains là-bas, comme Louis Roncari et autres. Et leur but, c'était de mettre l'UNIA, section dahoméenne de l'UNIA, mettre ça ensemble avec la section togolaise, mettre ça ensemble avec la section du Nigeria, qui était dirigée par Ide Aton. Ide. C'était donc un Nigérian. Il y avait même une section congolaise, dont le représentant connaissait très bien le mouvement de Simon Kibangou, comme je l'ai montré à Bruxelles. Voyez? Donc il y avait ce mouvement, cette puissance. Mais, dans la vie d'une organisation, il ne faut pas que l'organisation soit visible, que tous ses chefs soient là, au même endroit, en train de dire, nous allons montrer à la France ce que nous sommes. Ça dit, tu prends le bâton, tu montres au serpent, tu dis, dans quelques minutes, je vais te taper sur la tête. Et tu fais que le serpent reste comme ça. Alors que tu sais très bien que tu n'as rien derrière. Tu n'as rien. Toi-même qui dis ça, là, hein, tu n'as pas de protection. On peut te capturer immédiatement. C'est quoi ça? C'est quoi ce combat-là? Hein? Donc les nègres ont refusé de mener le vrai combat. Pour mener le vrai combat, il faut regarder un arbre. La métaphore favorite de Garvey, c'est l'arbre. La partie la plus importante de l'arbre sont les racines. Parce que c'est de là qu'on monte la sève. Pour nourrir, le reste est drainé. Hein? Et donc, c'est ça. Et bien, c'est ça la spiritualité. Vous voyez? Ça dit, métaphoriquement, je vous demande de faire un petit effort de visualisation. Hein? C'est ça la spiritualité. Ça dit, même si vous coupez les troncs ou les branches, les arbres repoussent. L'arbre repousse parce qu'il y a les racines qui ne sont pas déterrées. C'est ça la spiritualité. Le tronc, plus il est droit, plus il convoie la scène. D'accord? D'accord. Et le tronc, c'est l'économie. Ensuite, il y a d'autres branches qui portent des fruits. D'accord? Si vous voulez des bons fruits qui germent bien, qui sèment bien, qui revitalisent le corps, il faut l'éducation. Mais la nourriture de l'esprit ne suffit pas. Il faut nourrir le corps. Il faut la santé. Tout ça, c'est des branches de l'arbre. Et donc, Marcus Garvey a investi plus de 6 millions de dollars dans l'éducation. Donc, Marcus Garvey avait des Noirs qui avaient un système éducatif de l'UNIA qui leur permettait de rivaliser avec n'importe quel Noir formé par les Blancs, sur n'importe où sur la terre. Vous voyez? Marcus Garvey a fait que tous les Noirs qui mouraient de petites maladies, là, de petits microbes, là, ça a diminué. Vous voyez? Donc, le taux de mortalité, en pleine période d'esclavage, hein, le taux de mortalité a chuté. De façon drastique. Grâce à l'action de l'UNIA. Et même quand on n'était pas membre de l'UNIA, hein, on avait quand même droit à ces bons-là, de nourriture gratuite, etc. C'est lui qui a fait ça, et après les églises ont repris. Les pasteurs ont repris l'UNIA, là, ce que l'UNIA faisait. C'était une solidarité organique avec son peuple. Même si tu n'es pas membre de l'UNIA. Vous voyez? Donc Marcus Garvey a résolu les problèmes de des Noirs américains. Et il a dit, nous ne pouvons pas nous contenter des Noirs américains. Nous allons faire des sections en Amérique centrale. Nous allons faire des sections en Amérique du Sud. En Amérique centrale, il avait presque réussi. N'oublions pas qu'il venait de là-bas.
qu'il a séjourné au Costa Rica. Il a séjourné dans toutes ces régions, c'est même là où il a commencé. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que l'UNIA, c'est la pierre angulaire sur laquelle repose tout l'échafaudage de la renaissance du monde noir dans sa globalité. Cette pierre angulaire elle-même fonctionne comme une rampe de lancement d'un missile d'une puissance inouïe, dont l'effet de souffle est comparable à une déflagration nucléaire. Ce missile, c'est les États-Unis d'Afrique. C'est les États-Unis d'Afrique. À partir du moment où Marcus Garvey met la rampe de lancement de ce missile, Marcus Garvey étudie maintenant pourquoi les Noirs ne s'entendent pas. Et Marcus Garvey dégage 5 causes qui sont toujours valables aujourd'hui. On ne vous dit jamais ça. Je suis venu pour honorer une gamala. Même s'il me dit, bon, il faut conclure quand même, professeur, parce que quand ça commence, on ne sait pas trop, il faut les débats. Bon. Donc, 1. Le noir souffre d'un syndrome post-traumatique profond qu'il fait qu'il ait la texture de ses cheveux, sa couleur de peau, la forme de son nez, la forme de ses lèvres, sa langue, la langue qu'il parle, sa façon de s'habiller. Tout ce qui s'identifie à lui, le noir a un phénomène de rejet quasi épidermique. C'est une maladie parce qu'il est prouvé qu'un être humain ne peut pas s'épanouir s'il se hait. Donc c'est ça qu'ils ont fait. Donc la première chose pour Marcus Garvey, c'était de faire en sorte que les Noirs se réconcilient avec leur image et avec eux-mêmes. Et ça, je dis ce soir que c'est impossible sans la spiritualité. Voilà. Ceux qui veulent faire du panafricanisme athée, ils peuvent faire. Ils sont libres. Mais ce qu'Anta Diop nous a dit en ce qui nous concerne, Anta Diop nous a dit, il faut qu'un État fédéral d'Afrique noire donne aux tenants du monothéisme ancestral les moyens qui vont permettre de restaurer le culte ancestral de l'Afrique. Terminé. Garvey dit la même chose. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est pas ça que nous cherchons. Ce que nous cherchons, c'est le Dieu de l'Éthiopie. C'est le Dieu noir de l'Éthiopie. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais quelqu'un qui a dit ça, qu'est-ce que tu vas encore dire que tu dis que c'est la Bible qui va sauver les nègres? Faut être sérieux. Mais quand même, on parle de quoi là? Faut être sérieux. Bon, alors, on ne me citera pas un document de Marcus Garvey, signé par Marcus Garvey, que ce soit un discours, un texte, c'est un défi que je lance, qui disent qu'il faut prendre la Bible. Voilà ma position. Et ça, il n'y a rien à faire. Tant qu'on ne donne pas le document, je serai toujours sceptique. Ça s'appelle le doute méthodique. Si j'ai le document, je fais amende honorable et je m'incline. Maintenant, on va me dire qu'il y a d'autres gens qui sont venus après Marcus Garvey et qui ont interprété ces prophéties en tant que visionnaires. Ça, c'est un autre problème. Et ces gens-là, ils ont mené un combat absolument remarquable pour la libération de l'homme noir. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas de raison de les stigmatiser. Mais nous pratiquons le langage de la vérité. Nous parlons de Marcus Garvey et de ce qu'il a réellement dit. Ce que Marcus Garvey a dit réellement, c'est que le Dieu noir de l'Éthiopie, la source de sa spiritualité, ce sont les textes sacrés de l'Éthiopie et de l'Égypte. Terminé. Il a dit ça où? Il a dit ça d'abord dans un prêche qu'il a fait le 12 mars 1920 à Harlem. J'ai le texte ici, pour ceux qui veulent polémiquer avec moi. Hein? D'ailleurs, j'adore ça. 2. Il a dit ça le 3 septembre 1922. Après qu'il ait compté 6 millions de membres. Il a dit ça à la 12e avenue, à Harlem. J'ai le document. Là, c'est même bon parce que c'est même sa voix qui le dit. Et il le disait au moment où il a fait son discours sur les États-Unis d'Afrique. Et la 3e fois, il a fait en 1923, lorsqu'il a dit, est-ce que vous vous aimez vous-même?
Qui est-ce qui a fait que vous ne vous aimez pas vous-même? Et c'est l'écho de ce discours que vous retrouvez avec Malcolm X. Qu'est-ce qui a fait que tu te hais toi-même? C'est l'écho de ce discours fameux de Marcus Garvey. Puisque le père de Malcolm X était membre de l'UNIA, comme vous le savez. Tous les mouvements des États-Unis de libération procèdent de l'UNIA en dernier ressort. Tous les mouvements ont une filiation avec l'UNIA en dernier ressort. Je le dis souvent à mon frère Cheikh Sidati, de la nation d'Islam. Je lui dis, écoutez, vous êtes aussi les enfants de Garvey. Hein? Il me dit, oui, le ministre Farrakhan, etc. Je dis, d'accord, d'accord. Mais qu'est-ce que Garvey a dit sur la spiritualité du noir? Garvey a dit, c'est l'Éthiopie, c'est un dieu d'Éthiopie, un dieu noir. Parce que chaque peuple doit voir avec les lunettes qui sont les siennes. On ne va pas voir les lunettes de judaïque. On a même dit que c'est le grand lion de Juda. On n'a jamais vu de lion en Judée. Tous les lions qu'on reconnaît, c'est en Afrique. Alors, vous avez déjà vu des lions en Judée, vous? Alors, donc le lion à Pédémac, c'est le lion de la Nubie, méroïtique. Qu'est-ce que vous me parlez de lion en Judée? Hein? Et on dit que Salomon était associé à ce lion de Judée. Depuis quand? Depuis quand? Hein? C'est impossible. En plus, on dit que la reine de Saba s'est mariée avec Salomon. Elle ne s'est pas mariée, mais elle a fait un enfant. Et que cet enfant, c'est... Écoutez, là, je vais être très clair avec vous, parce que je ne veux pas faire de polémique. Je finis sur le sujet qui fâche. Écoutez, moi, je vous dis ceci. Salomon n'a jamais eu de lien charnel avec la reine de Saba. Ah, si je parle bien de la vraie reine. La vraie reine de Saba, son nom c'est Makeda. Makeda, c'est une déformation de Makanda. Kanda, c'est un titre de reine. Comme on dit Kandak, hein? Les Kandas. Donc, c'est des femmes qui régnaient et qui avaient leur suzeraineté sur l'Arabie du Sud. Ce qu'on appelle le royaume de Saba. L'Arabie heureuse. D'accord? Et ces femmes qui régnaient étaient des Soudanaises. Donc, il y avait une domination du Soudan méroïtique, d'accord, à travers les Kandas. Les Kandas dont je parle, ce sont nos mamans là, dont vous connaissez le nom. Hein? Amani Renas. Amani Renas, ça veut dire Amon est son nom. Amani Sarté, hein? Etc. sont nos mamans là. Et l'une d'entre elles régnait sur l'Éthiopie actuelle, Aksum. C'était la civilisation pré-aksumite qui était dominée par les Oromo. C'était avant que les Sabéens ne viennent en traversant la rive sous la persécution des Arabes et tout ça. Et c'est en vertu de ça que le gouverneur Abraha a été envoyé par le Négus pour aller rétablir la suzeraineté du peuple sabéen, qui était un peuple couchite, faisant partie de Cham. Il n'y a trace ni dans la langue de l'Éthiopie actuelle, l'amharique et le Gwez. Mais si Salomon était le père de ce roi, mais il devrait parler hébreu, non? Pourquoi il ne parle pas hébreu? Pourquoi il parle l'amharique et le Gwez? Alors, c'est à partir d'un ouvrage qu'on appelle le Kebra Nagast, la chronique des rois, qu'on a dit qu'il y a une dynastie salomonienne. Antérieurement à cette période, Ezana lui-même, qui est le fondateur de la lignée d'Aksum, se réclame de l'Éthiopie, du Soudan méroïtique. Il ne peut pas en être autrement. Je conclus. Il est certain que sans l'église orthodoxe africaine de Marcus Garvey, qui a formé 180 théologiens chevronnés, dont une trentaine étaient des spécialistes de l'égyptologie. Il faut bien savoir ça, hein, parce qu'on n'est pas en train de venir dans une récréation. Hein, des spécialistes de l'égyptologie. D'autres étaient des spécialistes de la période copte. C'est pour ça que cette église avait des liens avec ce qu'on appelle l'église orthodoxe d'Alexandrie. Je peux vous montrer les liens à travers le courrier que le révérend Alexander Mangaïa avait avec le patriarche d'Alexandrie. Nous avons les documents. Et il faut savoir aussi qu'ils avaient des liens avec
grands maîtres spirituels de l'Ouganda. Ils avaient des liens avec les grands maîtres spirituels du Nigeria. Ils avaient des liens avec des grands maîtres spirituels zoulous. Je parle de l'église de Garvé. Donc cette église était profondément ancrée dans l'héritage spirituel de l'Éthiopie, de l'Égypte et de l'Afrique subsaharienne, à l'exclusion du monde juif. C'est un fait absolument certain qui ne peut pas être démoli scientifiquement. Il est également certain, et j'amorce donc mes 3 propositions. Je pense que dans des rencontres comme celle-ci, il est important aussi que nous sachions que le film qu'on a vu tout à l'heure, personne ne le voit en Afrique. Hein, ce film est invisible en Afrique. On n'a pas idée même de le présenter dans des salles de classe. On n'a pas idée de le présenter dans un département d'histoire et d'archéologie. En disant, voilà nos frères afro-descendants du panafricanisme, voilà ce qu'ils ont fait. Cela ne se fait ni à l'université d'Abidjan, ni à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, bien mal nommée, ni à l'université du Bénin, à Bobé Calavi. Donc je propose ceci. Je propose ceci à mes frères d'Afrocentricity France. Je propose cela à toutes les organisations panafricanistes présentes dans cette salle, à tous les mouvements liés au réseau de conscientisation du peuple kémite, notamment Keper Ang Street, dont je salue la représentante. Je propose que nous fassions un voyage. Le prochain anniversaire de Garvé, ou les prochains, comme vous voulez, c'est des 17 août. Au Ghana, sur la terre de ses ancêtres Ashanti. Et que de là, on scelle l'unité, la synergie entre les Africains d'Afrique et les Afro-descendants autour de nos lieux de mémoire, que sont ces châteaux forts, ces endroits d'où partaient nos parents. En quittant Accra, Koumassi, nous descendons à Ouida, où se trouve ce qu'on appelle la porte du non-retour. Mais en fait, c'est le retour, puisque c'est les Afro-descendants qui ont fait la porte. C'est pas nous. Nous, on est là seulement, on vient danser. N'est-ce pas? Alors, je propose qu'on fasse un documentaire. Vous savez, ce que M. Godwin t'était dit, ce qu'il y a dans son livre, le plus grand spécialiste de Marcus Garvey, c'est l'Africain-Américain Tony Martin. C'est le plus grand spécialiste actuellement vivant. C'est pas un hasard que ce soit celui qui a été le plus attaqué sous prétexte qu'il était antisémite. Le plus grand spécialiste en France, à ma connaissance, moi je parle de Marcus Garvey, mais je parle en fait en amateur, c'est Lasconi. C'est le frère de combat, Lasconi. Il faut savoir le reconnaître, il faut être humble. Hein, on ne connaît pas ce qu'il a appris. Bon. Tout ce qui... Madame Mazama a fait un livre où elle a en fait restitué les textes même de Garvey. Le texte Philosophy and Opinions of Marcus Garvey, beaucoup de passages ne sont pas traduits. Au moment même où je vous parle. Nos frères Rastafari ont la mémoire de Garvey. C'est eux qui ont conservé la mémoire. Ils sont dans la salle. Ils ont vocation à nous parler du Garvey qui a prophétisé une Afrique libre, unie et prospère. À partir de l'Éthiopie. C'est vrai, c'était certain. Toute cette énergie, ça aura 2 avantages. Le premier, c'est que nous allons travailler ensemble. Et les Ivoiriens vont s'y mettre aussi, d'ailleurs, Zab Krassou. Hein? Nous allons travailler ensemble en disant, voici le documentaire. On va aller à Londres, voir la maison où il est décédé, en 1940. On va interviewer son fils. On va interviewer les frères Rasta. On va interviewer les garderistes des États-Unis. On va interviewer tous ces gens et on fait un documentaire même de 4 heures, en plusieurs épisodes.
On dit que c'est Afrocentricity. France qui a fait. On ne dit même pas la maison des Kémites pour qu'on dise que c'est encore Rek Mireille qui veut prendre ça. Moi je propose. Vous vous disposez. Bon alors. Donc, je voudrais terminer en disant ceci. Marcus Garvey a mené au départ seul le combat le plus ardu qu'un homme puisse mener. C'est faire en sorte que le peuple qui a été civilisateur de l'humanité et dont la déchéance abyssale l'a conduit à devenir le paria de l'humanité, ce peuple se relève encore pour sortir l'humanité de la barbarie. Ça, c'est un combat exceptionnel. Marcus Garvey a mené ce combat et il a gagné. Il a mené seul au départ. Et ils étaient 8 ensuite. À partir des 8 là, ils sont devenus 6 millions. À partir de 6 millions, il y a certainement plusieurs centaines de millions de Noirs qui vibrent avec Garvey. C'est le seul nom dont le département d'État américain a peur. Le FBI, c'est le FBI qui a tourné toutes les images que nous montrons là. Le FBI tournait les images parce qu'on voyait des Noirs disciplinés sous un même drapeau avec des gens qui étaient des soldats. Il y avait des infirmières. Tout le monde sortait pour la parade, la convention, ça s'appelait. J'ai un rêve. Moi, je ne suis pas Luther King. Pas Luther King. Ce rêve, c'est le suivant. Qu'un jour, parce qu'avec tout ce qu'ils ont fait là, l'Holocauste noir dont je vais parler là, et j'invite tout le monde à venir. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils disent qu'ils sont invités de l'UNIA. Madame dit qui va les laisser rentrer. Hein? Bon, en plus on va manger à gratos. Donc venez quand même au moment du repas. Parce qu'après ça va être carabiné, je commence la conférence, je vais faire 6 heures. Bon, donc, le problème qui est important ici, si chacun de vous ici, comme nous savons qu'on a dit que Darwin, on lui a dit à Darwin que l'homme descend du singe, et que nos ancêtres ont dit non, le singe c'est une créature de rat, mais l'homme descend du songe. D'accord? Bon, alors on va faire tous un rêve ici, là. Ce rêve, c'est que chacun de nous fasse sien la vision de Garvey. Que nous nous retrouvions d'ici 15-20 ans. 10 ans peut-être. Parce qu'on annonce qu'en 2050, un quart de la population mondiale sera noire africaine malgré les virus, Ebola, tout. Vous comprenez? Donc, sous la bannière là, le rouge, le sang de nos martyrs. Le noir, la cristallisation de la seule non-couleur qui réfléchisse toutes les couleurs. Donc la couleur de Dieu, en fait. Le noir. Et ensuite, le vert, la couleur de l'espérance et de l'Ouram Messoud, de la Renaissance. C'est ça le drapeau. Imaginons que chacun de nous fasse un rêve. Que parmi vous, il y a des économistes, des juristes. Tout, mais des guerriers, pas des humanistes. C'est-à-dire des gens comme toutes nos histoires. Et que nous convergeons tous vers le temple d'Amoret de Karnak. Et que nous sommes 20 millions. Hein? Et le maréchal Sissi va dire non, laissez-les. Le maréchal Sissi. Laissez-les. C'est normal, il s'appelle Sissi. Bon. Et nous allons dire qu'à partir du temple d'Amoret de Karnak, nous descendons maintenant pour reconquérir le continent mer sous la bannière de Garvey et de l'UNIA. Faisons ce rêve. Nous allons renouer avec la puissance de Cheikh Anta Diop. Vous savez, depuis que je vais à Bruxelles, je cite toujours la phrase d'antériorité. J'ai décidé de citer cette phrase parce que c'est devenu presque le condensé, en fait, du message que nous devons porter au 3e millénaire. Aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre,
le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique, à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien. Et s'il sent chez lui, il n'y a point dépaysé, comme le serait tout autre homme, qu'il soit indo-européen ou sémite. Autant un occidental aujourd'hui encore, en lisant un texte de Caton, ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres, autant la psychologie et la culture révélées par les textes égyptiens s'identifient à la personnalité nègre. Et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil. Réciproquement, l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire, de l'hermétisme des textes, que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source vivifiante que constitue pour elle le monde nègre. Je vous remercie.